Bienvenue sur le podcast Performance Vitale. Aujourd'hui, on se retrouve avec le docteur Jad Malouli, chirurgien orthopédique. Et nous allons parler de 3 blessures courantes auxquelles on va faire les chirurgiens orthopédiques. Mais avant de détailler les 3 blessures, est-ce que tu peux te présenter? Parfait, enchanté. Et puis c'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui pour parler de pathologies qui sont courantes tout de même dans la pratique. Donc, moi, je m'appelle Jad Malouli, je suis spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, ce qui concerne la chirurgie des os et des muscles, sauf le crâne. Okay. Et puis, j'ai fait le parcours de la formation de médecine du sport, et puis je pratique la médecine du tennis. Ok, super. Et tu fais ça depuis combien d'années? Alors, j'ai terminé mes études en 2017, mais du coup, je les ai commencées en 2011. Donc, je sais pas, je te laisse compter les années. Quelques années, ok. Donc, pour les 3 pathologies que nous allons aborder, ça va être premièrement les conflits fémoraux acétabulaires. Donc c'est une pathologie au niveau de la hanche où il y a un frottement anormal entre la tête du fémur et le cotyle et ça abîme le cartilage en fait. L'entorse de la cheville qui est aussi extrêmement connue et répandue. Et enfin, les déchirures musculaires, donc des ischio-jambiers et des quadriceps. Donc les ischio-jambiers, c'est derrière la cuisse et le quadriceps, c'est devant la cuisse. Et donc ça, c'est 3 pathologies assez communes. On va aborder la prise en charge, la cause, les traitements et comment faire pour retourner au sport et à la vie active de manière optimale après une chirurgie. Parfait. Du coup, pour la première pathologie, qui est le conflit fémoro-acétabulaire, j'ai vu que ça touchait environ 3 à 15% de la population. Et dans un article de la revue médicale suisse, il disait que la population de 20 à 40 ans était très touchée et que si on ne traitait pas, il pourrait y avoir une arthrose précoce, et d'où l'importance de traiter. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus quelle est la cause de ce problème et quels sont les symptômes? Parfait, alors effectivement, ça touche beaucoup de personnes. Je dirais même plus de 10% de la population. Mais après, il faut savoir qu'il y a moins d'un quart qui est quand même symptomatique. Okay. Donc, parmi ces symptomatiques, il y en a qui sont symptomatiques dans les extrêmes des mouvements et pas dans la vie quotidienne. Et chez les sportifs, il y en a plus, parce qu'ils font plus d'extrêmes de mouvements. Et puis, ils sollicitent plus les articulations. Donc, qu'est-ce que c'est? Tu l'as bien dit, c'est une congruence qui est anormale dans l'articulation de la hanche. L'articulation de la hanche, ça consiste en quoi? C'est le fémur qui s'articule dans le bassin par la tête du fémur, qui est une sphère. Et puis dans le bassin, il y a une cavité qui est hémisphérique, qui s'appelle l'acétabulum ou le cotyle. Et puis cette tête, elle va aller s'articuler dedans. Ça permet une mobilité de la hanche. Et puis le conflit fémoro-acétabulaire, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie au niveau de la morphologie qui crée une butée, donc soit au niveau du col du fémur. Le col du fémur va aller buter contre le bord de l'hémisphère et puis empêcher le mouvement plus ample, ou bien un autre type qui peut être au niveau du cotyle, avec un cotyle qui est proéminent et qui va aller buter sur le col du fémur plus tôt. Dans la majorité des cas, c'est mixte, mais voilà, c'est ces 3 types qui existent. Est-ce qu'il y a des prédispositions? Il y a des personnes qui sont nées avec un axe un peu différent Alors, il y a des facteurs qui sont génétiques pour la pathologie qui concerne le col du fémur. En ce qui concerne le cotyle, on n'a pas vraiment de facteur de risque, mais pour ce qui concerne l'anomalie de la morphologie au niveau de la jonction entre le col du fémur et la tête, c'est surtout en fait une cause qui est chez les sportifs, quand ils sont jeunes, adolescents, où il y a beaucoup de contraintes sur la hanche. Et la hanche, elle va prendre une conformation qui est anormale avec une bosse, et puis qui va créer cette anomalie. Donc on retrouve cette anomalie, entre guillemets, beaucoup chez les joueurs de hockey, les joueurs de foot, ou chez tous les autres sports où il y a beaucoup de sollicitations dans la hanche avec des rotations et beaucoup de contraintes. Et est-ce qu'il y a toujours des symptômes évidents ou des fois c'est un peu caché? Alors la symptomatologie, elle peut être un peu
un peu caché. On prend 7 mois à 2 ans pour mettre un bon diagnostic chez un patient, disons le temps qu'il se rende compte, qu'il aille consulter, etc. Et puis, il peut développer d'abord, il ou elle, peut développer des douleurs dans le pli inguinal ou des douleurs latérales de cuisse ou dans la fesse. C'est pas vraiment spécifique. Ça peut varier dans la localisation, même dans la cuisse. D'abord dans les activités sportives, et puis ensuite, ça vient dans les activités de la vie quotidienne, en position assise prolongée ou à la marche après longtemps. Et puis on peut aussi ressentir des claquements ou des blocages à la marche. Ok, donc on s'en rend compte en fait la plupart du temps quand on a un problème à ce niveau. Alors on se rend compte qu'il y a un problème, ça crée des douleurs, et puis qui sont progressives. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de l'acétabulum, il y a un fibrocartilage qui est circulaire qui s'appelle le labrum. Et puis, quand il y a le conflit qui se passe, ce labrum, il peut se déchirer ou se désinsérer. Et puis, c'est ça qui crée des douleurs, notamment. Donc, ce labrum, il sert à augmenter la surface de l'articulation, le volume. Il sert aussi à garder le liquide dans la hanche, faire un effet succion de la tête dans la cavité. Et puis aussi, c'est un fibrocartilage qui est innervé, notamment pour la proprioception. Donc, si on ferme les yeux, on sait où est notre hanche, dans quelle position, grâce à des fibres nerveuses qui sont situées dans ce labrum. Et vu que c'est innervé, si c'est déchiré, ça fait mal. Ok, ouais, super intéressant. Et donc, est-ce que tu as encore un truc à ajouter par rapport à ça, ou est-ce que je passe à la prochaine question? Tu peux enchaîner, il y a peut-être des choses qui viendront après. Alors, en faisant un peu des recherches, j'ai vu qu'il y a plusieurs types de conflits. Il y a un conflit de type CAM, qui est l'excès d'os sur le col du fémur, ou de type pincer, pincer, avec un excès d'eau sur le rebord du bassin, ou alors un conflit mixte. Est-ce que ça change la prise en charge pour toi? Alors, oui, ça change la prise en charge. En fait, il faut savoir qu'il y a plein de prises en charge différentes en fonction du problème spécifique. Donc, un ou une patiente qui va venir avec un conflit fémoro-acétabulaire, il ne va pas être forcément traité de la même manière. Disons, il doit avoir des symptômes avec douleur, claquement, etc., ce qu'on a discuté avant. Il y a aussi des signes cliniques. Donc, à l'examen sur la table, on va tester la hanche, les amplitudes. Les amplitudes vont être normalement diminuées avec des douleurs élicitées dans certaines positions, notamment la flexion de la hanche et puis la rotation interne, où ça crée ce conflit. Et puis, il y a aussi les signes radiologiques qu'on va trouver quand on va chercher après avec des examens supplémentaires. Ok. Et en parlant de radiologie, en fait, quel est le type d'imagerie qu'on utilise le plus pour planifier cette opération? Alors, avant de parler d'opération, on doit trouver le problème. Donc, on fait, alors de base, c'est les radiographies standards. On peut les faire dans différentes positions pour voir de différents points de vue l'anatomie. Et si aussi il y a déjà une usure, notamment si un conflit crée de manière chronique une usure, et ça va développer en fait, des lésions aussi du cartilage par la mauvaise congruence, et puis ça peut se développer en arthrose. Donc en fonction du stade, de l'endroit où c'est touché, il y aura un traitement différent qui sera proposé. Ok. Donc on fait une radiographie, pas un IRM? Alors, on commence par la radiographie. Ok. Et puis, si on a une suspicion de conflit fémoro-acétabulaire avec lésion du labrum, on peut proposer une arthro-IRM, c'est-à-dire qu'on injecte un produit de contraste dans l'articulation de la hanche, et puis on fait une IRM. Et puis comme ça, on peut voir s'il y a une petite déchirure du labrum. On peut voir aussi l'anatomie en 3 dimensions de l'articulation. Et puis, on peut aussi compléter avec un scanner pour voir mieux la morphologie au niveau de l'os. Okay. L'IRM sert surtout à voir les tissus mous, c'est-à-dire les muscles, les tendons, le cartilage, le fibrocartilage. Et puis le scanner sert bien à voir l'os.
Ok. Et puis j'ai une question, est-ce que on ferait pas d'abord une échographie vu que c'est pas irradiant par rapport à la radio, ou bien vous faites directement la radio? Alors, l'ultrason ou l'échographie, c'est surtout bien pour les structures qui sont superficielles, Ok. proches de la peau. Ok. Et puis c'est un examen qui est fait par un radiologue et il va regarder avec une sonde, il voit des images, il peut décrire des structures, mais après, quand le patient il va quitter son cabinet, il va aller chez un autre médecin. L'autre médecin, eh ben, il n'aura pas ça devant ses yeux. Ok. Donc c'est difficile en fait à évaluer. Ok. Et puis c'est pour ça qu'on propose notamment l'IRM qui est aussi vraiment beaucoup plus précise au niveau millimétrique pour voir les structures. Ok, je vois. Du coup, on a parlé un peu du diagnostic et ensuite pour le traitement chirurgical, en fait, quand est-ce qu'on décide que c'est nécessaire ou non et quels critères vont vous guider? Est-ce que c'est plutôt l'âge, les douleurs, l'échec de la physio, etc. Oui, alors disons on essaye pour tout problème, on commence par de la physiothérapie. Il faut essayer de régler la stabilité dans l'articulation, donc faire du renforcement, de la proprioception, et puis tout ça, ça doit être sur un programme personnalisé, sur en tout cas 3-4 mois. Avec ça, on donne des antidouleurs, anti-inflammatoires, et puis on peut faire une infiltration aussi qui est test, c'est-à-dire diagnostic, pour voir si le problème est au niveau de l'articulation, et puis aussi pour un but thérapeutique, pour un certain nombre de temps si ça marche. Et puis en fonction de ça, si ça évolue mal, que c'est un patient qui est sportif, qui veut atteindre un niveau de compétition qui est élevé, qui ne peut pas se passer d'arrêter ses activités, et on va proposer un traitement chirurgical. Et puis en fonction de la lésion, alors il existe différents types de traitements chirurgicaux, mais le but des traitements chirurgicaux, ça va être finalement de corriger la morphologie pour gagner en amplitude, diminuer ses mouvements, et puis réparer les structures lésées. Et puis tout ça dans un but de préserver l'articulation native, donc l'articulation de base, le plus longtemps possible. Et puis éviter que ça dégénère en arthrose. Et puis donc voilà les différents types de chirurgie. On peut parler de chirurgie conservatrice, où on va garder l'articulation native, et puis les chirurgies de reconstruction avec une prothèse totale de la hanche, qui peut se faire aussi chez un jeune, avec une arthrose déjà modérée. Et avant les stades modérés d'arthrose, on va proposer ces traitements de chirurgie conservatrice. Il y a différents types de chirurgie conservatrice. Il y a l'arthroscopie, où on va avec une caméra et puis des instruments par des petits trous dans la hanche pour faire un bilan, réparer les structures, raboter de l'os si on peut et resuturer le labrum par exemple. Et puis dans certaines positions de ces lésions, si la lésion par exemple elle est derrière l'articulation, on est obligé d'ouvrir l'articulation par une chirurgie. Et puis on doit luxer la hanche pour remettre la tête du fémur toute sphérique. Il y a aussi un traitement qu'on peut faire, c'est de changer la conformité de l'articulation en changeant l'angulation du cotyle ou de l'acétabulum. Ça existe aussi. Et puis on peut aussi faire des rotations par exemple du fémur si le problème se trouve au niveau de la rotation dans le fémur. Ça c'est les différents types de chirurgie qui existent où on garde l'articulation native et puis sinon après on passe au stade de la prothèse de la hanche. Ok. Et donc pour ce qui est de la prothèse de la hanche, est-ce que le patient va pouvoir retrouver sa mobilité comme avant ou pas? Alors oui, le but c'est qu'il retrouve une mobilité complète et puis une absence de douleur et avec disons des activités qui sont gardées et puis un retour au sport et à la performance qui est faisable. Donc en fait, même avec une prothèse de la hanche, un sportif de haut niveau peut toujours continuer à faire son sport au même niveau qu'avant. Oui, il lui faudra
de la réhabilitation, mais au final, il pourra. Ok. Dans la plupart des cas, oui. Ok, super. Et quels sont un peu les risques durant ces genres de chirurgie? Est-ce qu'il y a beaucoup de risques ou pas? Alors, ça dépend de la chirurgie qu'on fait, Mhm. vu qu'il y a une panoplie de chirurgies qu'on peut faire. Chaque chirurgie a ses risques. Maintenant, même une petite chirurgie comporte des risques. Donc bien sûr, avant de proposer une chirurgie, il faut discuter avec le patient, voir, donc peser les bénéfices, les risques. Mhm. Et puis, pour parler des risques d'une chirurgie, alors il y a les risques d'infection, il y a des bactéries sur la peau qui peuvent entrer à l'intérieur, faire une infection, ça existe toujours. Pour ça, on évite, on est stérile, disons, on donne des antibiotiques avant d'opérer. Et puis, il y a aussi des risques de saignement, il y a quelques nerfs qui passent dans les régions pour accéder dans la hanche. Mhm. Tout ça, c'est des risques qui sont standards. Ok. Et puis, des risques spécifiques, par exemple à l'arthroscopie, il en existe aussi, en fonction de où on fait les trous pour mettre nos instruments, notamment au niveau des nerfs. Mhm. Et puis, il y a tout de même ce risque que ça se développe quand même en arthrose au plus long terme. Mhm. Mais ces chirurgies ont des bons résultats et retardent l'arthrose de manière conséquente quand même. Ok, super. Parce qu'en fait, je voulais aussi dire, mais c'est une zone ici où il y a beaucoup de nerfs et de vascularisation, donc c'est assez quand même compliqué, non? D'accéder. Alors oui, maintenant, on apprend par où passer, Mhm. on sait par où passer. Il y a toujours ce risque de toucher une structure qu'il ne fallait pas toucher, Mhm. mais on connaît les chemins qu'il faut prendre pour éviter ces risques. Ouais, c'est sûr. Maintenant, le risque zéro, il n'existe pas dans la médecine, comme dans partout. Et puis, c'est pour ça que c'est une discussion qu'il faut avoir avec le patient pour voir si les bénéfices d'une chirurgie seraient mieux que, disons, plus favorables que les risques qui seraient peut-être faibles. Ok, je vois. Ok, super. Et maintenant, on va parler un peu de la partie post-opératoire et le retour au sport et à la vie normale. Donc, après une rééducation post-opératoire, combien de temps en général on doit compter en béquille ou en rééducation avant de pouvoir reprendre le sport? Alors, si on parle d'arthroscopie de la hanche ou de chirurgie avec une petite incision, et puis où on répare juste des structures qui sont molles, comme le labrum, et ben on peut faire 6 semaines de canne à peu près, avec une charge partielle, et puis on peut parler d'un retour au sport après, disons, 4 mois. Ok, Un ouais. peu plus vite si on suit de manière très, très correcte la rééducation. Ok. Et puis si on touche les structures osseuses, alors ça prend un petit peu plus de temps au niveau des douleurs, etc. Mais avec des cannes qu'il faut porter un peu plus longtemps, jusqu'à 3 mois. Ces 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour qu'une fracture guérisse. Mhm. Une fracture même faite pendant une chirurgie, mais de manière voulue. C'est 3 mois. Et il faut attendre en tout cas ce temps pour pouvoir mettre une charge totale et tout. Et puis un retour au sport, il se fait à partir de 4 mois aussi, Ok. si on touche à l'os. Ok, super. Donc pour conclure, on avait dit que justement l'athlète il peut espérer revenir à 100%. Et donc voilà, il peut revenir et il n'y a pas de sport à éviter. Alors comme j'ai dit avant, on peut jamais parler de 100%. Le retour au sport après ce type de chirurgie, il est autour de 90 à 95%. 95. Et bien toléré. Ok, super. Donc pour la deuxième thématique, qui est celle des entorses de la cheville, j'ai vu une étude des HUG en 2024 qui disait que au cours de leur vie, 7 personnes sur 10 se blesseront à la cheville. Donc c'est extrêmement commun et pas que chez les sportifs. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est souvent un étirement ou une déchirure d'un ou plusieurs ligaments latéraux, donc au niveau de la cheville. Et donc on va commencer par parler du diagnostic et des indications opératoires. Donc
comme on a dit, elle est très fréquente, mais quels sont les ligaments les plus souvent affectés? Alors, c'est bien dit, c'est vraiment la blessure standard chez tout le monde. Disons, pour tout personnel de santé, c'est bien de savoir un peu gérer ce type de lésion qui est très fréquente et qui peut arriver à toute personne. Donc, dans la plupart des cas, 90%, effectivement, il y a une entorse du complexe latéral de la cheville, complexe ligamentaire latéral. Donc complexe, pourquoi? Parce qu'il y a 3 ligaments en latéral de la cheville. Et quand le pied part en inversion, c'est-à-dire l'avant-pied reste à l'intérieur et puis la cheville part à l'extérieur, et ben ça va créer une distension au niveau de la partie latérale de la cheville. Et puis, dans 65% des cas, c'est le ligament qui est devant qui va s'étendre ou se rompre. Il s'appelle le ligament talofibulaire antérieur. Et puis, dans 25% des cas, il est accompagné, ce ligament, d'une déchirure ou d'une élongation du deuxième ligament qui est en dessous, le calcanéo-fibulaire, qui peut aussi s'étendre ou se déchirer. Donc voilà, ça c'est un peu les pourcentages de lésions au niveau des ligaments. Il faut parler d'une classification, en gros, selon le grade de la lésion. On parle de 1, 2, 3, des stades. Le stade 1, c'est le moins grave, où il y a juste une élongation du ligament. Le stade 2, c'est une déchirure partielle d'un ligament. Et puis le stade 3, c'est une déchirure complète du ligament. Et donc, en fonction de quel stade, on ne va pas opérer un stade 1 ni un stade 2, ce serait plutôt le stade 3, c'est ça? Alors, si on a un stade 1, ben c'est traité par une attelle standard, pour en tout cas 3 semaines, avec une mobilisation qui doit débuter le plus tôt possible. Et puis surtout, après, il faut faire de la proprioception et du renforcement de toutes les structures musculaires qui sont autour de la cheville. La cheville, ben, c'est une articulation qui est petite et où il n'y a pas vraiment de muscles autour, c'est que des tendons qui passent. Il faut vraiment que les muscles qui sont reliés à ces tendons ils soient solides pour tenir cette cheville. Pour que si la cheville part avec un accident, que les muscles puissent retenir et éviter que ça tire sur les ligaments. Donc vraiment, le renforcement par la proprioception, c'est la chose la plus importante pour la prévention. Il faut savoir que le facteur de risque le plus important pour se faire une entorse, c'est de s'être déjà fait une entorse dans le passé. Et puis, 80 à 90% des entorses, ben, elles vont évoluer de manière favorable. Et puis, il reste quand même 10-20% de personnes qui vont avoir une instabilité chronique de la cheville, avec des entorses à répétition dans le futur. Et puis, c'est là que ça peut poser problème. Et je voulais juste préciser, en fait, pour que ce soit plus visuel, du coup, l'entorse en inversion, ça, c'était la cheville. C'est comme ça, c'est vers l'extérieur du coup. Alors, je pourrais te montrer une image que tu pourras mettre sur le podcast. Mais c'est effectivement l'avant-pied qui va vers l'intérieur, la cheville, elle va en varus, et puis elle étire les ligaments latéraux. Et du coup, pour diagnostiquer ça, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait comme imagerie ou comme test clinique? Alors, pour diagnostiquer, ça commence toujours par une discussion, savoir comment s'est fait le mécanisme, si on arrive à voir une vidéo du mécanisme, s'il existe ou pas, et puis voir s'il y a déjà eu des antécédents dans le passé, et une histoire globale. Et puis ensuite, on va regarder l'examen clinique. Il faut palper différentes structures dans la cheville, dans le pied, pour voir s'il y a des lésions qui sont associées, comme par exemple une luxation des tendons autour de la malleole externe, ou une douleur osseuse, une fracture associée, ou une distraction d'un des nerfs sensitifs qui passe dans le pied. Et puis, suite à ça, alors si on a des critères de faire une radiographie, ben, on va faire une radiographie de la cheville. Comme ça, on va exclure qu'il y ait une fracture. Ça, c'est important. Une fracture ou bien un déplacement entre les os. Et puis, suite à ça, disons, ça c'est dans la phase aiguë. Et puis,
de manière chronique. Donc s'il y a des problèmes récurrents d'entorse, on peut proposer de faire des radiographies dynamiques où on va mettre sous contrainte l'articulation de la cheville pour voir si les os se déplacent pendant la radiographie. Ça voudrait dire que les ligaments ils sont plus stables. Ouais. Et puis on peut aussi faire une IRM pour voir s'il y a une rupture complète d'un ligament ou des lésions associées, par exemple du talus qui est un des petits os dans la cheville. Il faut savoir que 40% des entorses créent une lésion de contre-coup dans cet autre os qui s'appelle le talus. Ok, ouais. Avec pas forcément des répercussions, mais c'est un grand pourcentage. Ok. Et donc, ensuite, à quel moment la chirurgie devient indiquée? Quels sont les critères, en fait? Alors, quels sont les critères? Donc, ça commence toujours par de la physiothérapie, du renforcement, de la proprioception. Pour la chirurgie de la cheville, c'est rarement en aigu, c'est-à-dire il faut se laisser du temps avant de proposer une chirurgie. Il faut faire vraiment de la bonne proprioception. Si on prescrit des séances de physiothérapie, il faut s'assurer que le patient ait bien fait, vraiment. S'il n'a pas bien fait, on va lui proposer de bien faire avant de proposer une chirurgie. Et puis, on propose une chirurgie quand il y a des douleurs qui sont associées à une instabilité et puis une répercussion sur les activités sportives ou quotidiennes. Et alors, à ce moment-là, on parle de chirurgie. Ok. Et donc, pour ce qui est du traitement chirurgical, quels sont les types de chirurgie que vous réalisez en général à ce niveau? Alors, les types de chirurgie, donc, il faut stabiliser, reconstruire les ligaments latéraux de la cheville. Et il existe des façons anatomiques où on répare directement les structures ou non anatomiques où on va remplacer les structures par une autre structure, un autre tendon par exemple. Le gold standard, c'est-à-dire ce qu'on fait le plus, c'est de faire anatomique où on va ouvrir au niveau de la cheville en latéral et puis on va aller prendre le ligament qui est déchiré, le réinsérer avec des fils qui sont solides et puis mettre des ancres dans l'os en métal ou des ancres qui tiennent la plastie qu'on a fait, donc la réparation de manière tendue et qui va remplacer le ligament déchiré. Et puis, ce qui est le mieux dans tout ça, c'est de aussi retendre le rétinaculum des extenseurs par-dessus. Donc c'est une fine membrane qui recouvre tous les tendons au-dessus de la cheville pour la retendre, cette structure. C'est une structure qui est importante pour la proprioception. La proprioception qui est, quand on ferme les yeux, de savoir dans quelle position de l'espace notre pied est. Et puis la proprioception, c'est important justement pour éviter, disons pour garder un contrôle de la cheville quand il y a un mécanisme d'accident qui va commencer. On va stabiliser la cheville. Et donc ça, cette structure, on doit l'étirer de nouveau parce qu'elle s'est sûrement relâchée à cause de l'entorse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et donc, comment est-ce que vous faites ça et quels sont en fait les endroits où vous prélevez des tendons pour reconstruire les ligaments? Alors, dans la manière anatomique, il n'y a pas besoin de prélever de tendons. Ok. Et puis s'il y a vraiment une grosse instabilité, on peut renforcer par un tendon, par exemple, des muscles fibulaires qui sont dans la région. Ok. Et avec un tunnel dans l'os pour renforcer encore ce montage. Mais en général, on n'a pas besoin d'une greffe de tendons. Ok. Et puis, à noter qu'on peut aussi s'aider d'une manière arthroscopique. Pour ce type d'intervention, on peut mettre une caméra dans la cheville pour surtout aller voir s'il y a des lésions qui sont associées avec une lésion du talus, par exemple, où on peut réparer une petite lésion du talus en même temps. Ok. Donc en fait, l'arthroscopie, c'est une technique qui est mini-invasive. Oui. Et du coup, c'est ça que vous utilisez le plus souvent pour cette chirurgie-là ou pas forcément? Le mieux, c'est de combiner les deux. Ok. Pour voir des lésions qui sont difficiles d'accès avec la caméra, par exemple, si on suspecte une lésion du talus. Et puis sinon, alors de manière ouverte pour vraiment retendre et resuturer à l'os le ligament déchiré. Ok.
Là, il y a une question qui me vient et Oui. c'est le temps que la chirurgie prend. Mais on peut aussi savoir pour la dernière pathologie, combien de temps ça prend en général une chirurgie comme ça? En minutes, tu veux En dire? heures pour la hanche, avant, c'était plutôt combien de temps que ça peut prendre? Alors pour la hanche, alors ça dépend du type de chirurgie. La hanche, c'est une plus grosse articulation. Ça veut dire, si on fait une ouverture, elle sera plus grande qu'au niveau de la cheville, donc plus long pour refermer aussi. Mhm. Et puis une fourchette, je Une dirais, fourchette, ouais. pour la hanche. Alors une prothèse totale, ça peut aller, disons, en moyenne 45 minutes, 1 heure, Ok. 1 heure et quart. Et puis pour le reste, arthroscopie, ça peut être 2 heures ou un peu moins, un peu plus. Et Ok. puis les chirurgies ouvertes, disons, en moyenne, je dirais 2 heures. Ok. Et puis pour la cheville, une intervention de ce type fait 45 minutes. Ok, ouais. Ok. Et pour ce qui est de la récupération, pour la chirurgie de la cheville, cette fois-ci, ça prend combien de temps de rééduquer, d'être en béquille? Alors après avoir resuturé un ligament, il faut quand même attendre longtemps, le Mhm. temps que le corps il cicatrise la nouvelle position du ligament à l'os. Ok. Donc la chirurgie, elle aide à mettre les choses au bon endroit, puis après c'est le corps qui va soigner en fait. Mhm. Donc on est obligé d'être patient avec le corps qui guérit tout seul. Et puis on aide à cicatriser dans la bonne position en mettant un plâtre après une opération comme ça pendant 4 semaines, mais où le patient il peut mettre tout le poids. Mhm. Et puis après les 4 semaines, eh ben, on commence la mobilisation. Si c'est un sportif de haut niveau, eh ben, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir commencer le sport dans l'axe, c'est-à-dire du vélo ou de la natation, commencer à trotter. Mhm. Et puis pour les sports de pivot, alors il faut attendre, disons, 4 à 6 semaines de plus Mhm. avant un retour au sport. Ok. Mais à partir de 4 semaines, il y a de la physio intensive et progressive qui va se mettre en place. Ok. Et donc là, il faut éviter les sports de pivot, mais pour la hanche, pas forcément, puisque c'est pas une pathologie d'axe comme ça ou si? Alors les sports de pivot, il faut savoir qu'ils mettent de toute façon plus de contraintes dans toute articulation. Mhm. Ok. Donc c'est pareil, disons. Ok. Et donc pour la cheville, on met un plâtre, et pour la hanche, est-ce qu'on met plutôt une attelle ou est-ce qu'on met aussi un plâtre ou est-ce qu'on met rien? Non, des cannes suffisent. Les cannes suffisent? Ok. Oui. Ok, super. C'est difficile de mettre un plâtre Ouais, dans la c'est ça, région de la justement. hanche. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à la cheville? Alors pour le retour au sport, Oui. il est vraiment bien toléré après ce type de chirurgie. Mhm. Il est de 85% à 4 mois et puis, selon certains auteurs, presque à 100% à 8 mois. Ok. Donc très bien toléré pour le retour même à la performance. Ok. Et donc voilà, on a fini cette partie sur la cheville. Maintenant, on va passer à la troisième partie sur les déchirures musculaires des ischio-jambiers. Alors, pour la troisième partie, nous allons parler des déchirures musculaires aux ischio-jambiers. Et cette fois-ci, j'ai trouvé un article de 2018 de la Revue médicale suisse qui montre que c'est une blessure très fréquente chez les sportifs et qui peut toucher jusqu'à 10 à 55% des sportifs. Donc c'est encore une fois une blessure très courante. Ça peut être une rupture partielle ou totale des muscles, souvent due à une contraction violente ou une surcharge. Et donc on va commencer par parler du diagnostic et l'évaluation de la gravité du cas. Donc pour quel mouvement est provoqué ce type de déchirure en général et quels sont les sports à risque? Alors si on parle des muscles ischio-jambiers, donc c'est les muscles qui sont postérieurs dans la cuisse, Mhm. qui vont depuis le bassin jusqu'à la jambe. Mhm. Il y en a 3. C'est le biceps fémoral, le semi-tendineux, le semi-membraneux. Mhm. Et avant de parler, disons, du diagnostic, etc., j'aimerais parler plutôt de généralité sur les lésions musculaires. Mhm. Une lésion musculaire, comme une lésion ligamentaire ou quoi, on peut la grader, juste pour un langage commun entre thérapeutes. Et puis, on peut parler de stade 1, 2, 3, par exemple. Il existe plusieurs classifications. 1, ce serait une élongation, 2, déchirure partielle, 3, déchirure complète. Mhm.
Et puis, il faut savoir que dans les lésions musculaires, alors, on peut avoir une lésion dans le muscle, au niveau de la jonction entre le muscle et le tendon, et puis des lésions dans le tendon. Ok. Et puis, un muscle, il est bien vascularisé, donc il va bien guérir. Et il faut savoir qu'un tendon, c'est mal vascularisé, donc c'est plus difficile à guérir. Ok, Donc ouais. la gravité va dépendre en fonction de la localisation et puis de l'intensité de la blessure. Ok. Et Alors, donc, ouais. pour revenir sur les causes de ces blessures, alors il y a soit des causes par traumatisme direct, un coup, avec une déchirure qui est possible, ou alors des déchirures par contraction excessive. Ça, c'est des déchirures de type 1, et puis des déchirures par étirement extrême des ischio-jambiers avec une position d'extension du genou avec une flexion de la hanche concomitante. Et ça, c'est les lésions de type 2 qui sont plus difficiles à guérir que les autres lésions parce qu'elles se passent plutôt vers le tendon, justement. Ok. Et donc, quels sont les sports à risque par rapport à ça? Alors, les sports à risque, c'est, alors, disons, les sports de sprint où on fait par exemple le football ou tout sport où on fait des sprints, ça peut créer des lésions plutôt au sein du muscle. Et puis les lésions qui sont par étirement chez les gymnastes, par exemple, ça peut être au sein du tendon, ou bien les tennisman, où on crée ce mouvement de flexion du buste avec une extension du genou. Ok. Et pour ce qui est des quadriceps, ce seraient les mêmes sports qui sont à risque? Alors, pour les quadriceps, ça serait éventuellement les mêmes sports parce que on fait différents mouvements dans le même sport. Et puis, les lésions du quadriceps arrivent beaucoup chez les footballeurs notamment, avec des déchirures qui peuvent arriver lors des contractions forcées avec un mouvement d'allongement concomitant de ce muscle. Donc c'est à ce moment-là que les muscles sont les plus fragiles. C'est quand ils sont allongés et puis qu'on les contracte soudainement. Ok. Dans le quadriceps, c'est le plus gros muscle du corps qui est devant la cuisse, qui va depuis la hanche, depuis le bassin jusqu'au tibia. C'est un muscle qui a 4 chefs musculaires, donc qui est composé par le vaste médial, latéral, vaste intermédiaire, et puis le droit fémoral qui est le plus long. Et ces 4 s'attachent sur la rotule par le tendon quadricipital. Et puis la rotule, elle va être attachée au tendon rotulien qui va lui-même s'attacher sur le tibia. Et puis ces muscles qui servent notamment à l'extension du genou. Du coup, donc là, on a parlé un peu des quadriceps et des ischios, de comment ils sont composés et des sports à risque. Et maintenant, pour ce qui est de l'indication chirurgicale, dans quel cas la chirurgie est-elle vraiment nécessaire? Alors, avant de parler de chirurgie, je dirais que quand un patient arrive avec une suspicion de lésion justement musculaire, on commence par discuter, savoir s'il y avait déjà auparavant des problèmes, par exemple, le mécanisme, comment il s'est fait. Ensuite, on va palper, on va faire un examen clinique, on peut avoir un gros hématome par exemple. Et puis ensuite, on va réaliser par exemple des radiographies pour voir si c'est le tendon qui a arraché une petite partie de l'os. Les radiographies, elles servent à voir seulement l'os, pas les tendons, pas les muscles. Mais on peut voir s'il y a un arrachement d'os, ce qui serait une indication à une chirurgie par exemple. Et puis, on peut aussi faire une IRM pour voir bien mieux, de manière millimétrique et en 3 dimensions, les lésions de muscles avec la localisation exacte et puis la rétraction musculaire qui s'est faite. Et puis après, quand on a tous ces éléments, on peut parler des différentes options. Le traitement conservateur, c'est-à-dire sans la chirurgie, il peut être très bien toléré dans la majorité des cas,
surtout chez des personnes qui peuvent être sportives, mais pas des athlètes, par exemple. Et chez des athlètes alors, qui veulent récupérer une force musculaire, une force de propulsion qui est adéquate et comme auparavant, alors là, on va plutôt parler de chirurgie. Et puis les autres indications de la chirurgie, c'est s'il y a plusieurs tendons qui sont arrachés, s'il y a une rétraction du tendon. Plus on attend après un accident comme ça, plus le muscle va se rétracter parce qu'il ne travaille plus. Les fibres, elles se rétractent. Et puis, voilà, si on attend, par exemple, au-delà de 4 semaines, ben, ça ne va plus être vraiment indiqué de faire une chirurgie parce qu'on n'arrivera pas à retendre le tendon jusqu'à son insertion dans l'os. Ah ouais, c'est intéressant ça. Du coup, il y a un deadline, on va dire. Oui, entre 1 et 4 semaines. Et puis, voilà, quand on ouvre ben, sous la fesse. Ça peut se faire soit de manière ouverte avec une petite incision ou soit avec des petites incisions et puis aussi en endoscopie, donc avec une caméra, ça peut se faire. On va suivre l'hématome qui va nous mener jusqu'à la lésion, le tendon. Et puis, dans cette zone, il y a un gros nerf, le nerf sciatique. On le laisse tranquille et puis on va essayer de trouver l'os sur lequel s'insèrent ces tendons pour, comme pour la cheville, réinsérer avec des gros fils qui sont solides et puis des encres dans l'os. Et puis on retend le tout. Ok, ouais. Et pour revenir juste par rapport à l'imagerie, donc en fait, pour la chirurgie orthopédique, en général, on fait une radiographie en première intention, c'est ça en fait? Alors la radiographie, c'est un examen complémentaire qui est rapide, qui est pas cher, et voilà, donc qui est facile d'accès. Ok. Si on ne fait pas de radiographie avant, et puis qu'on fait direct une IRM, eh ben on peut aussi voir la lésion de l'os avec l'IRM, mais on aime bien avoir une radiographie avant, par exemple, la chirurgie, pour voir ensuite, pour comparer après la chirurgie, voir où on a mis nos encres. Ok, parce que l'IRM, il coûte plus cher à faire et on voit moins bien les os, on voit plus les structures molles, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et puis, il faut savoir qu'en Suisse, on a la chance d'avoir beaucoup d'IRM et peu de temps d'attente, même s'il y a du temps d'attente. Et puis ailleurs, ils ont moins peut-être de moyens et d'IRM, avec des longs temps d'attente, mais on commence par les radiographies, c'est le plus simple. Ok, oui. Ok. Et donc pour revenir un peu sur l'intervention, donc combien de temps ça prend en général, ce dont tu parlais avant, où on ouvre derrière les fesses? En moyenne, je dirais 1 heure. 1 heure, ok. Voire un peu moins. Et puis l'opération, c'est pas long au final, mais c'est la rééducation qui prend beaucoup de temps. Et la majorité du travail, c'est le patient qui doit la faire. C'est clair qu'il doit suivre ce que le physiothérapeute lui dit, sinon ça va être plus compliqué. Effectivement, il faut éviter de surcharger les muscles pour éviter que ça tire trop sur la suture qu'on a fait et laisser le temps au corps de cicatriser à ce niveau-là avant de pouvoir mettre beaucoup de charge. Après, il faut commencer une rééducation très tôt. Et d'abord avec des contractions statiques au niveau musculaire pendant le premier mois, avec une charge progressive avec des cannes. Et puis ensuite, on peut faire du renforcement isométrique pour le 2e mois. Et on peut commencer le jogging à 2-3 mois après ce type de chirurgie. Et on peut faire des exercices concentriques ou excentriques qui mettent beaucoup plus les muscles sous tension pour le 3e mois. Et à ce moment-là, si c'est un sportif, il va faire une évaluation au retour au sport. Et il faut que la force musculaire elle soit assez haute pour pouvoir reprendre et éviter soit de se reblesser à ce niveau-là, soit de se faire une autre blessure ailleurs par une compensation qu'il doit faire avec des autres muscles. En fait, il fera un examen pré-chirurgie et post-chirurgie de la force, non? C'est les machines qui évaluent la force des muscles?
Alors, pré-chirurgie, ce ne sera pas possible vu Ok. que ça fait mal et puis que c'est déchiré. Mais post-chirurgie, il y a des critères spécifiques, il y a des tests spécifiques faits par les physios, les médecins du sport. Et voilà, en général, il faut que la force du quadriceps elle soit équivalente à en tout cas 90% de la force de l'autre côté. Ok. Pardon, de la force des ischio-jambiers. Ah oui, ok. Mais c'est idem pour le quadriceps. Mhm. Et puis, la différence entre la force du quadriceps qui est devant et la force des ischio-jambiers qui est derrière, elle doit être, disons, diminuée. Elle doit être égale à l'autre côté, disons. On a Ok, je moins, vois. on a- La différence de force doit être égale dans la jambe droite à la jambe gauche, en gros. C'est ça. On doit avoir, en fait, les quadriceps, donc les muscles de devant, ils sont plus forts que les muscles de derrière, de Mhm. base. Mais il faut en tout cas avoir 60% de la force derrière par rapport à devant. Ok, je vois. On Ok. doit aller au-delà de ces 60% pour pouvoir proposer un retour au sport pour éviter une nouvelle blessure. Ok. Et donc là, on a parlé des ischio-jambiers, mais par rapport au quadriceps, pour la chirurgie, ça se passe comment? Alors, la majorité des lésions, c'est non chirurgical. Ok. Ça se passe au niveau du muscle. Et Mhm. puis au niveau du muscle, alors nous, dans le langage courant des chirurgiens, on dit muscle cousu, muscle foutu. Mhm. C'est-à-dire que les fibres musculaires, on ne peut pas les suturer ensemble. Ok. Par contre, un hématome, il va créer une cicatrisation dans le muscle. Et cette cicatrisation, c'est du tissu fibreux, un peu mélangé. Mhm. Il faut l'assouplir, renforcer, pour éviter une nouvelle lésion à cet endroit-là. Mais ça va guérir tout seul, Mhm. avec une bonne rééducation. Et surtout une prévention à refaire une lésion à ce niveau-là. Ok. Si par contre, voilà, on a une indication chirurgicale au niveau du quadriceps, ce qui serait une lésion de l'appareil extenseur, ça veut dire qu'on n'arrive plus à étendre le genou de manière volontaire. Ben, ça, c'est vraiment une indication chirurgicale parce qu'on ne peut Ok. même pas marcher avec ça. Et ben là, on ferait, si on veut parler de retour au sport après une chirurgie comme ça, il faudrait en tout cas avoir 90% de force de ce côté-là par rapport au côté contralatéral. Mhm. Après, la réhabilitation contient des exercices de jogging, etc. Et Ok. puis, c'est considéré comme du sport, mais si on veut aller plus loin, il faut faire attention. Pour ce qui est de la rééducation des ischio-jambiers et des quadriceps, combien de temps est-ce que ça va prendre? Alors, en général, je dirais si on fait une réinsertion du tendon directement sur l'os, Mhm. il faudrait compter 6 mois. Et puis si on fait une réinsertion du muscle sur le tendon, c'est un peu plus court, je dirais 4 mois. Ok. Et puis un retour au sport, si on veut parler de pourcent, qui est de 80%, Mhm. contrairement au traitement conservateur sans chirurgie qui est de 70%, et Ok. avec une force de propulsion augmentée. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci beaucoup pour ton expertise et ton temps. Merci à toi. On peut mieux comprendre maintenant la chirurgie en lien avec ses blessures et comment se passe la rééducation. Donc, merci beaucoup pour l'écoute et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur la déficience énergétique dans le sport. Merci. Je me réjouis.